السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم بالخير لمساكم بالخير أزول في الأول. Bonjour, bonsoir messieurs, dames, j'espère que tout le monde va bien. Alhamdulillah, صباحكم بالخير لمساكم بالخير. Donc, aujourd'hui on va parler en français parce que je vais faire une vidéo pour deux personnalités françaises, si on peut dire. Donc, cette histoire entre l'Algérie et la France, ces derniers temps, ça envenime tout le monde en France. En Algérie, on est calme. Mais beaucoup de gens viennent dégueuler sur l'Algérie, sur les plateaux de télé, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, sur les revues françaises. Et nous, on est en train de voir et de regarder ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, moi, je vais répondre à deux personnes. C'est pas moi qui va répondre. Je vais donner une réponse à M. Paul Ammar et M. Fergan Aziari. Donc, j'ai écouté vos interventions, une sur Twitter, TikTok de Paul Ammar, qui est ancien journaliste, sur France 3, Antenne 2. Je vais vous montrer la photo comme ça, vous allez le reconnaître certainement. Alors, ça c'est Paul Ammar. Ok. Allez voir. Voilà, ça c'est Paul Ammar. Paul Ammar, quoi. Né en Algérie à Constantine, juif d'Algérie. Ok. Et puis nous avons Aziari que nous allons voir tout de suite. Ok. Donc, vous avez parlé de l'Algérie, vous avez insulté l'Algérie, vous avez insulté l'histoire de l'Algérie, vous avez menti dans vos propos. Donc, un juif et un comorien. Ok. Aujourd'hui, je vais vous répondre par l'intermédiaire de Madame Ariela Aïcha Azoulay, qui est algérienne de confession juive. C'est une Algérienne qui va vous répondre et va vous donner des réponses adéquates à vos mensonges. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et de quel type de gens vous êtes. Alors, nous allons écouter au départ M. Paul Ammar. Qu'est-ce que vous dites dans votre vidéo TikTok? Okay. Voilà, donnez-moi un instant. Voilà. Le régime autoritaire algérien qui détient toujours en otage Boualem Sansal, qui a récusé son avocat François Zimré parce que juif, qui refuse d'accueillir des ressortissants, son avocat François Zimré parce que juif, qui refuse d'accueillir des ressortissants algériens condamnés et expulsés par la France, et bien ce régime peut remercier Jean-Michel Apathy. Sur RTL, mon confrère a en effet accusé la France de s'être comporté comme les nazis en Algérie. Mensonge grossier, doublé d'une ignorance crasse. Sait-il seulement que l'Algérie était habitée par des berbères de culture paganiste chrétienne ou juive au 7e siècle, quand les arabo-musulmans l'ont conquise? Sait-il seulement que les nouveaux maîtres de l'Algérie, à l'époque, imposaient la conversion ou la mort? Sait-il aussi qu'avant même le déclenchement de la guerre dite d'indépendance, ils multipliaient les pogroms dans les quartiers juifs? Sait-il aussi que lors du déclenchement de la guerre d'indépendance en 1954, les premières victimes n'étaient pas les soldats français, c'était des civils musulmans, chrétiens, juifs, égorgés, poignardés, massacrés? Je peux en parler parce qu'enfant, en Algérie où je vivais, j'étais témoin de ces massacres, j'ai vu des hommes tomber. Parce qu'enfant, pardon de le dire, c'est personnel, j'ai été moi-même blessé dans un attentat. Et s'il fallait oser une comparaison avec les nazis, je dirais simplement que ces régimes autoritaires ou les islamistes, comme les nazis hier, disposent désormais de nouveaux collabos. Très bien. Donc, vous traitez M. Apathy de collabo et de mensonges crasses que les Juifs ont souffert en Algérie et que la France vous a fait du bien, malgré les rafles du Veldiv, qui vous ont envoyé à Auschwitz,
Okay, mais la France, c'est la France. Et Apathy, c'est un collabo. Alors aujourd'hui, nous allons voir qui sont les collabos avec l'Algérienne Aïcha Azoulay, qui va vous répondre, qui est juive algérienne aussi. Okay. Alors, le deuxième, alors là, c'est incroyable. Hein. C'est-à-dire, là, c'est. Le deuxième, c'est un Comorien. Ce n'est ni un juif, ni un Français. C'est un Comorien. C'est-à-dire, et je vais vous expliquer c'est quoi ces gens-là, et qui parlent de Sansa, le je sais trop rien, qui n'ont pas accepté son avocat parce qu'il est de confession juive. C'est faux, ça. C'est faux. C'est un Israélien et l'ami de Netanyahou, le génocidaire, l'assassin du peuple palestinien. Il faut bien le préciser, M. Amar. OK, ça c'est entre parenthèses. On va écouter le deuxième. Alors là, vous allez être choqués. Hein. OK. Écoutez attentivement. Pierre Vermeuren, Fergan Aziari, bonjour. Bonjour. Ravi bonjour. Bonjour Pierre. Ravi de vous recevoir ce dimanche pour discuter pendant 1 heure de la relation franco-algérienne, relation profondément complexe. On a parfois le sentiment que la guerre d'Algérie n'est toujours pas terminée. On est en pleine guerre mémorielle avec l'Algérie. On va parler profondément du sujet, mais je voulais commencer avec vous, Fergan Aziari, sur quelque chose d'assez anecdotique, mais tout de même, Jean-Michel Apathy s'est positionné sur cette question, expliquant que les Français avaient inspiré le nazisme par leur action en Algérie, disant qu'ils avaient fait de nombreux oradours sur Glane. Vous lui avez répondu dans les colonnes du Figaro, d'ailleurs Pierre Vermeuren aussi. Vous expliquiez notamment que l'arrivée de la France avait été un moment d'émancipation pour les Juifs en Algérie. Oui, c'est toute la limite de cette comparaison hasardeuse entre nazisme et colonisation française. Alors évidemment, on ne va pas minorer la violence de la conquête française en elle-même, qui fut un épisode évidemment brutal, qui a été sans doute le terreau de crimes, de guerre, qui d'ailleurs était parfois dénoncé en métropole. Il faut se souvenir que les fameuses enfumades ont été dénoncées au Parlement français par une presse française et européenne. Toutefois, effectivement, à nazifier toutes les atrocités et tous les épisodes tragiques, on dilue la spécificité du nazisme, on dilue la spécificité de ce que fut la présence coloniale française, les idéologies en jeu, ses contradictions aussi, et puis surtout, on ne permet pas de rendre compte de l'impact de cette colonisation française sur certains segments de la population algérienne. Et pour ce qui est, par exemple, des Juifs, puisque le nazisme et le judaïsme sont quand même deux choses qui sont liées assez tragiquement, il faut se souvenir que les Juifs d'Algérie accueillent plutôt la France en libératrice, pour une raison très simple, c'est que les Juifs, depuis les conquêtes arabes, étaient astreints au statut de la dhimma, qui était un statut donc codifié par la jurisprudence islamique qui assignait les infidèles un statut inférieur, avec des multiples discriminations économiques, sociales, fiscales, interdiction de posséder de la terre, de monter à cheval, d'avoir des armes, etc. Et l'arrivée de la France, de ce point de vue-là, effectivement, est une libération pour des Israélites qui avaient subi toutes sortes d'exactions avant l'arrivée de la France. Et pour la première fois depuis les conquêtes arabes, Juifs et musulmans sont sur un pied d'égalité avant que les premiers accèdent à la citoyenneté française quelques décennies plus tard avec le décret Crémieux. Et en 130 ans de présence française, la population juive va être multipliée par 8 environ. Et je ne suis pas certain donc que le Troisième Reich puisse se targuer d'un tel bilan à l'égard de la démographie juive. De manière assez iconoclaste aussi. De manière aussi iconoclaste, bien sûr. On aura tout vu. On aura tout vu. Alors, un Comorien qui parle au nom des Juifs algériens. C'est drôle, hein? C'est époustouflant. Un Comorien qui n'a rien à voir avec l'histoire de l'Algérie. Okay. Colonisé par la France, les îles Comores. Okay. Ils sont indépendants, mais il y a d'autres îles qui sont encore sous l'égide de la France, le Mayotte, par exemple. Et lui, il vient, en tant que colonisé, défendre et parler de l'histoire des Juifs en Algérie sans être un Juif
sans savoir c'est quoi un juif algérien, c'est quoi la révolution algérienne. C'est incroyable. Plus pour Ammar. Okay. Alors, monsieur Aziari, c'est qui? Monsieur Aziari, on va lire un peu son autobiographie pour voir qui c'est monsieur Aziari. Ok. Alors. Voilà. Alors, Fergan Aziari, ok. Né 16 octobre 93, est un essayiste et analyste en politique. Hein. Attention, c'est pas n'importe qui. Public français, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines. Libre, hein. Ok. Issu d'une famille d'origine comorienne, de culture musulmane, musulman en plus. Il a été chargé d'études pour l'Institut de recherche économique et fiscale, IREF, ainsi que pour l'institution économique Molinari, deux think tanks français de premier plan. Il travaille pour les think tanks français de premier plan. Okay, ainsi que pour l'Institut économique. Bon, oui, think tanks français de premier plan. Il est membre de la Société d'économie politique et a longuement participé au réseau European Students for Liberty, les étudiants européens pour la liberté. OK. L'écologie anticapitaliste, alors il a publié Les écologistes contre la modernité, dans lesquels il interroge les motivations fondamentalement anticapitalistes de l'écologie, donc c'est un capitaliste. Okay. Donc, messieurs, alors le juif Paul Ammar, le juif d'Algérie, Paul Ammar, et le comorien Aziari. Le professeur Ahmed Ben Saada vous a nommé, comme il a nommé Boualem Sansal et Kamel Daoud, c'est-à-dire les indigènes informateurs. Vous êtes des indigènes informateurs. Peut-être que vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, vous allez le savoir. Donc, Ahmed Ben Saada, le professeur Ahmed Ben Saada, je vais vous montrer la vidéo. C'est quoi des indigènes informateurs? OK. On y va. Alors, parmi les angles quand même d'attaque un peu plus originales que j'ai pu trouver, il y a eu cet intervenant, Ahmed Ben Saada. Il est écrivain et il compare Sansal et Daoud à des supplétifs d'Emmanuel Macron. Autrement dit, il leur reproche d'être des collabos. Écoutez-le sur la chaîne publique Al 24 News. Le président Macron, lors de sa première visite en 2017, visite officielle en Algérie, il avait ramené avec lui Boualem Sansal et Kamel Daoud, alors qu'ils n'étaient pas français, ils étaient algériens, ce qui est absolument étonnant. Comment on peut venir en Algérie avec deux auteurs qui sont algériens et les ramener en Algérie? C'est assez surprenant, mais on comprend tout lorsque on sait que ce sont deux informateurs indigènes qui sont très importants pour le dispositif de M. Macron, de son dispositif, de la politique, en fait, de tout le système politique Macron qui cherche justement à nuire de manière très visible, d'ailleurs on l'a vu avec sa position sur le Sahara occidental, à nuire à l'Algérie. Alors l'expression informateur indigène que l'on vient d'entendre est quand même lourde de sens puisqu'elle fait référence aux souvenirs douloureux de la période coloniale. Alors pour tenter de comprendre ce que ce concept sociologique native informant en anglais veut dire, on peut se référer aux explications de Pascal Boniface que j'ai trouvé sur le site de l'IRIS. Selon lui, l'informateur indigène dit aux médias et aux politiques dominants ce qu'ils ont envie d'entendre. En revanche, l'informateur indigène ne dit pas forcément la réalité du terrain. At Zeteo, we bring you fearless reporting, unfiltered conversations, and the voices shaping today's world. Pour être plus explicite, il faut savoir qu'un informateur indigène ou autochtone est une personne d'une race ou d'un lieu particulier qui est considéré comme un expert en la matière du simple fait de son appartenance à cette race ou à ce lieu. À propos de la visite du président Macron en Algérie, je laisserai le soin à M. Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie et témoin oculaire, de répondre à ce monsieur dont le commentaire sent l'accusation de complotisme.
Donc, vous avez compris, nous avons tous compris ce que veut dire les indigènes informateurs. Ok? Monsieur Aziari, vous êtes un indigène informateur. Et oui, parce que vous êtes comorien. Vous êtes issu d'un pays qui a été colonisé par la France. Ainsi que Paul Ammar, qui est indigène de l'Algérie et qui est devenu indigène informateur. Et ça, c'est Aïcha Azoulay qui va vous le prouver et vous répondre à vos mensonges, surtout à monsieur Aziari et monsieur Paul Ammar, qui est un juif d'Algérie aussi. Aïcha Azoulay a été interviewée par le journal Algérie Patriotique, un journal algérien. Donc, elle a répondu à beaucoup de questions qui, justement, traitent de ces sujets-là et vous démontrent que vous êtes des indigènes informateurs. C'est-à-dire, vous travaillez pour le colonialisme international maintenant, le colonialisme international, ce que Aïcha Azoulay combat depuis des décennies. Okay. Donc, nous allons aller vers le journal Algérie Patriotique pour lire ensemble quelques passages de son interview pour que vous puissiez comprendre c'est quoi être un indigène informateur. Et c'est quoi le mensonge des médias? Et quand on n'est pas spécialiste d'un cas ou d'une histoire ou d'une science, il faut se tenir à l'écart, parce qu'il y a des gens qui viennent vous répondre. Donc, Aïcha Azoulay, alors, la France vit dans le déni de son passé colonial. Okay, Algérie patriotique, c'est elle. Alors, Madame Aïcha Azoulay est chercheuse cinéaste expérimentale et commissaire d'archives anticoloniales. Née en 1962 en Palestine, elle est professeure à l'université de Brown aux États-Unis où elle enseigne la théorie politique, la culture moderne, médias et littérature comparée. Elle a écrit plusieurs ouvrages dont Potential History, A Learning Imperialism et la résistance des bijoux contre les géographes coloniaux. Elle rejette l'identité israélienne et est considérée comme une farouche opposante au sionisme et l'impérialisme colonial. Interview. Alors, écoutez-moi bien, les deux indigènes informateurs, comme a dit le professeur Ahmed Ben Saada. En dépit du cessez-le-feu, l'entité sioniste continue son projet génocidaire contre le peuple palestinien, qui subit la barbarie sous le regard complaisant d'un Occident déshumanisé. Comment décrivez-vous ce drame humanitaire? Alors, Madame Aïcha, ceci n'est pas un drame humanitaire, mais un génocide. L'arrêt de l'aide humanitaire n'est qu'un moyen parmi d'autres utilisés dans cette entreprise génocidaire. Et ce qui se passe à Gaza et en Palestine ne peut pas être défini par ce moyen. Le fait qu'une aide humanitaire soit indispensable en Palestine depuis 1948 nous oblige à chercher d'autres manières de définir la situation. Même la définition de génocide proposée par la loi internationale et soutenue par l'ONU ne suffit pas pour décrire la situation en Palestine. Depuis plus de 7 décennies, non pas parce que ce génocide est plus horrible que les autres, mais parce que cette violence génocidaire contre les Palestiniens et Palestiniennes fait partie d'un régime génocidaire qui a commencé en 1948, avec le feu vert qui lui a été donné par l'ONU, le 29 novembre 1947, avec la validation du plan du partage de la Palestine. Okay. Donc, ça c'est la première réponse pour Aziari. Okay. Alors la mise ne place d'un plan de partage d'un pays contre le peuple qui y vit, ainsi que le transfert des populations sont des formes de violence génocidaire, car leur but est d'exterminer certains modes de vie séculaires et de les remplacer par d'autres. Comme vous avez dit, Aziari, oui, mais ils sont venus pour sauver une ethnie en Algérie. Okay. La définition du génocide que je propose diffère donc de celle de la Convention de l'ONU. Elle prend en compte la situation coloniale et distingue entre génocide ou régime génocidaire et violence génocidaire. Un régime est génocidaire quand un consensus sur l'exterminabilité d'un ou plusieurs groupes sous sa gouvernance est achevé entre ceux qui ont les moyens de les exterminer. Une violence génocidaire peut faire usage de différents moyens, y compris l'aide humanitaire, le massacre de la farine, par exemple, pour exécuter cette exterminabilité. Une telle définition est nécessaire pour comprendre l'enchevêtrement entre colonialisme, dépeuplement et génocide. Alors,
Dans le cas de la Palestine, cette définition nous aide à comprendre à la fois la condition du génocide sous lequel les Palestiniens sont gouvernés depuis 1948 et le type de violence qu'ils subissent pendant plus de 7 décennies. Le consensus sur l'exterminabilité des Palestiniens est très particulier car il a été achevé parmi les pouvoirs impériaux de l'Occident qui ont créé l'ONU comme l'organe qui allait restaurer ce qu'ils appelaient nouvel ordre mondial, ce qui a permis le camouflage de la nature de ce régime aussi longtemps et là, à la fois le fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup des Juifs, écoutez bien, monsieur Azari, hein, écoutez bien, ok. Alors, beaucoup de Juifs sont restés dans beaucoup de choix, beaucoup de Juifs sont restés sans beaucoup de choix que de devenir captifs de ce projet sioniste qui est devenu un projet de l'Occident et le récit fabriqué par les sionistes et les pouvoirs euro-américains. Donc, les Juifs, par rapport à l'Occident, qu'est-ce qui leur est arrivé? Sont restés sans beaucoup de choix que de devenir captifs de ce projet sioniste. Donc, les Juifs sont captifs de ce projet sioniste, okay, qui a commencé déjà avec le colonialisme des pays arabes musulmans où vivaient ces mêmes Juifs. Okay, écoutez bien. Alors, les pouvoirs euro-américains, selon lesquels le peuple juif mérite un État pour lui-même. Okay? Comme la plupart des écrits que l'Occident raconte sur les Juifs ou le peuple juif, on trouve toujours des Juifs qui les répètent, et racistes et antisémites. Donc, ils trouvent toujours des Juifs pour répéter le mensonge du sionisme qui dit qu'il faut une terre pour le peuple juif. Elle dit que c'est raciste et antisémite. Maintenant, on ne trouve plus que des Juifs pour parler comme ça, on trouve même des Comoriens, par exemple, comme toi. Aziari, c'est toi qui répètes. Alors, pourquoi est-il raciste? Pourquoi c'est raciste, ce fait? Car c'est la même Europe qui a détruit la diversité des communautés juives en Europe et dans les colonies. Donc, pour dire qu'ils sont venus pour sauver les Juifs, ils ont été bien accueillis par les Juifs, c'est faux. Alors, car c'est la même Europe qui a détruit la diversité des communautés juives en Europe et dans les colonies, y compris en Algérie, pour faire d'elle un peuple juif qui a exterminé 6 millions de membres de ce groupe qui, pour s'absoudre de cette responsabilité et en même temps se débarrasser des Juifs et Juives d'Europe, il faut rappeler qu'entre 1945 et 1948, la plupart des survivants restés dans des camps des personnes déplacées en Europe, car non désirés ni en Europe ni aux États-Unis. Ok? Cette même Europe donc jouait avec les États-Unis le rôle des libérateurs du peuple juif, comme tu le dis, Aziari, ok? Les libérateurs du peuple juif. Sans ce consensus de l'Occident sur le sacrifice de la Palestine, déjà en 1947, pour créer cet État, les sionistes, qui ne représentaient qu'une fraction des Juifs du monde entier dans les années 40, n'auraient jamais réussi à détruire la Palestine et imposer aux Juifs du monde entier cet État comme leur seul choix, ou presque. Alors, monsieur Aziari, ça c'est une Algérienne, juive, ok? Professeur à l'université Brown, commissaire des dossiers coloniaux. Okay. Alors, face à l'implication de la violence génocidaire exercée depuis octobre 2023 contre les Palestiniens, il est difficile de continuer à nier l'investissement de l'Occident dans la perpétuation de ce régime génocidaire avec des chefs d'État occidentaux qui envoient de l'argent et des armes et qui se déclarent l'un après l'autre, le dernier étant Trudeau, comme sioniste, tout en faisant la chasse aux Juifs antisionistes et anticoloniaux. Donc, M. Aziari, vous ne connaissez rien à l'histoire. Vous ne pouvez pas parler au nom du peuple juif. L'Algérienne Aïcha Azoulay peut parler de ça, parce qu'elle le ressent dans sa chair, dans son histoire à elle. C'est vraiment dommage de faire des études de ce niveau et de faire partie d'un think tank français alors que vous ne connaissez rien l'histoire. Mensonge et mensonge. Si vous étiez juif, peut-être à la limite, comme Paul Amar, peut-être, on va dire peut-être. Mais vous, en tant que Comorien, venir dégueuler comme ça sur l'Algérie et faire l'éloge du colonialisme, avec tous les crimes, oui, on sait qu'ils ont fait des crimes et tout, mais incroyable. Alors, on va lire maintenant
Vous dites, ouais, les Arabes, on fait les Arabes musulmans, toujours on retrouve le terme arabo-musulman, ouais, les Arabes ont envahi l'Algérie, c'est les Berbères, c'est l'histoire. OK? Donc, début février, le président américain Donald Trump a lancé l'idée du contrôle de la bande de Gaza par les États-Unis pour en faire la rivière du Moyen-Orient. Il propose de déporter les Gazaouis vers l'Égypte, la Jordanie, le Maroc. À votre avis, ce projet pourrait-il prendre forme? Le colonialisme a déjà fait pire, donc on ne peut pas se permettre de dire que ceci dépasse l'imaginable. A-t-on oublié que le cerveau du savoir-faire de l'Algérie est enterré sous la place des Martyrs, baptisé lors de sa création place royale, pour transformer cette partie d'Alger en ville côtière de la bourgeoisie française en Algérie? Ceux qui sont investis dans la colonisation de la Palestine, et je viens de les énumérer, sont aussi investis dans la perpétuation de la confusion qu'ils ont créée entre sionistes et juifs. OK? Justement pour réprimer l'opposition au génocide. Donc ce plan de Trump fait partie, sous prétexte qu'ils défendent les juifs. Défendent les juifs contre qui? Elle a dit. OK? C'est là que réside la tromperie historique qu'il faut démontrer. Les Palestiniens, les Arabes et les musulmans n'ont jamais été les ennemis des Juifs, avant que l'Occident n'ait transformé la colonie sioniste en Palestine en un État dont il reconnaît la légitimité. Ils n'ont jamais été des ennemis entre les Arabes ou musulmans et les Juifs. Ils ont vécu ensemble. C'est le colonialisme qui a fait l'animosité, qui a créé l'animosité, qui a divisé ces peuples qui vivaient ensemble depuis des décennies, des siècles. Alors, écoutez bien. Non seulement ils n'étaient pas leurs ennemis, mais nombreuses communautés juives vivaient depuis la nuit des temps au Moyen-Orient et au Maghreb. Et donc les membres étaient aussi arabes et palestiniens. Pourquoi est-il nécessaire de reconstituer cette histoire pour répondre à votre question? Pour faire face au fait que la colonisation de la Palestine est inséparable de la décolonisation des Juifs de l'emprise sioniste euro-américaine. Donc, elle dit que pour faire face au fait que la décolonisation de la Palestine est inséparable de la décolonisation des Juifs de l'emprise sioniste et euro-américaine, c'est-à-dire que le peuple palestinien et les Juifs sont colonisés les deux par le sionisme euro-américano. Sioniste et euro-américain. OK? Donc le peuple juif, comme dit la professeure et l'Algérienne Aïcha Azoulay, OK? C'est les deux peuples sont colonisés par le sionisme. Donc, on reconnaît facilement la colonisation quand des territoires sont conquis. Mais avec les Juifs, la colonisation européenne allait dans le sens inverse, M. Aziari. Ce sont les Juifs qui ont été colonisés par l'Europe, qui les a transférés des territoires gouvernés par les Arabes ou les musulmans vers l'Occident, en inventant une tradition judéo-chrétienne et ainsi effaçant cette histoire et vue commune des musulmans et des Juifs. Ils ont effacé l'histoire de la vue commune entre les musulmans et les Juifs. C'est cet Occident colonialiste dont vous faites l'éloge qui a fait du mal dans les sociétés arabo-musulmanes qui vivaient ensemble avec les Juifs. L'histoire commune, ils veulent effacer l'histoire commune. Alors, pour démontrer le régime génocidaire contre les Palestiniens, bien au-delà d'un cessez-le-feu, il faut rompre le mensonge que sa perpétuation est nécessaire pour protéger les Juifs et que l'Occident défend les Juifs. Protéger les Juifs. Pour arrêter ce projet génocidaire, pour que l'Égypte et la Jordanie soient soutenues dans leur refus d'accepter cette déportation. Ces narratifs mensongers de l'Occident doivent être rompus, non seulement par des Juifs antisionistes et anticoloniaux, mais aussi ensemble avec des musulmans qui doivent revendiquer leur histoire commune avec les Juifs. C'est-à-dire que même les musulmans doivent revendiquer leur histoire commune avec les Juifs. C'est-à-dire qu'ils faisaient partie des sociétés musulmanes depuis des siècles. Et c'est ça qu'ils voulaient effacer. Qu'ils veulent effacer les gens. Alors, le sommet arabe. Alors, c'est pas... Alors, on passe, votre ouvrage polémique. Alors, ça, on passe aussi. Alors, désapprendre l'impérialisme veut dire refuser l'inévitabilité et l'irréversibilité imposées par la temporalité impériale.
Cette temporalité qui dicte que ce qui a été ruiné par la violence impériale n'est plus compatible avec le monde moderne, imposé par l'Occident. Et les ruines qui y sont encore partout doivent être dégagées et non pas habitées et réparées. Désapprendre l'impérialisme veut dire aussi rendre justice et non pas aller aveuglément vers un avenir destructif façonné par le requin du capitalisme qui nous impose aujourd'hui aussi l'intelligence artificielle comme un inévitable progrès de l'humanité. Alors, quel rôle les musées des pays coloniaux qui continuent à exposer fièrement les vestiges du régime impérial pourraient-ils jouer pour arriver à désapprendre l'impérialisme? C'est-à-dire que les musées en Europe, on paye de l'argent pour entrer, ils ont même augmenté le prix du Louvre pour entrer au Louvre, pour voir ce que l'impérialisme a volé de ces pays-là, pour les exposer dans leurs musées. Ça, c'est un autre angle de l'impérialisme. La France vit dans le déni de son passé colonial et de ses crimes génocidaires. Un déni qui a fait place à des tas de mensonges qui sont reproduits, entre autres, dans les musées, puisque les musées qui détiennent les biens de nos ancêtres comme des captifs sont les institutions d'État. Tant que l'État ne change pas son rapport à ces crimes, les musées ne pourront pas faire grand-chose. Ils peuvent néanmoins commencer par dire la vérité et dégager l'ombre qui obscurcit de la manière dont la France a sublimé la violence du pillage en une culture des musées chics. Les pillages de la France, vous avez fait avec des musées chics. Nos biens de nos aïeux, juifs ou arabes ou musulmans, comme vous voulez. La résistance des bijoux contre les géographies coloniales. Ça, c'est une autre question aussi intéressante. Je vous laisse le soin de lire, parce que je vais vous laisser l'article en dessous. Alors maintenant, monsieur Aziari, tout ce que vous avez dit est mensonge. Donc vous êtes un indigène informateur, comme a dit le professeur Ahmed Ben Saada. Elle vous a donné un cours sur l'impérialisme, sur la Palestine, sur l'Algérie, sur la séparation des Juifs de leur lieu naturel. Ils ne les ont pas aidés, en vérité, parce qu'ils leur ont donné la citoyenneté française, mais après, ils les ont, envoyés à Auschwitz. Après, comme dit Mme Aïcha Azoulaï, ils sont restés dans des camps en Europe, et personne ne voulait d'eux. Donc, ils allaient les placer là-bas pour dire, on vous donne un État, pour s'absoudre des crimes qu'ils ont commis contre les Juifs. L'antisémitisme en Europe, c'est connu, ça. C'est l'Europe qui a fait du mal, les Européens qui ont fait du mal aux Juifs, ce n'est pas les Arabes, ou les musulmans, ou les Algériens, comme vous dites. C'est pas normal. OK? Alors, M. Paul Ammar, on va revenir à vous maintenant. Parce que vous êtes juif algérien, pas comme Aïcha Azoulaï. Aïcha Azoulaï, c'est une Algérienne juive. Vous êtes juif d'Algérie. Ce n'est pas la même chose. OK? Les choses ont changé. Donc, dans une lettre adressée à Benjamin Stora, vous avez fait état de votre consternation suite à la publication de son rapport concernant la colonisation française en Algérie. Que lui reprochez-vous? Parce qu'elle avait écrit une lettre à M. Benjamin Stora. OK. Je lui ai reproché tout d'abord de n'avoir pas fait le minimum. Le bilan des crimes contre l'humanité commis par les Français en Algérie, ensuite d'avoir accepté la propagande française qui a un nom propre, le décret Crémieux, selon laquelle les Juifs ne faisaient pas ou plus partie des colonisés à partir de 1870, car ils ont été faits citoyens français. Alors écoutez les deux. Okay. Pour comprendre jusqu'à quel point cette propagande absurde peut tenir quand il s'agit des Juifs, il suffit de comparer leur situation à celle des Palestiniens qui n'ont pas été expulsés entre 48 et 50 et qui ont été forcés de devenir des citoyens de l'État d'Israël. Bien sûr que leur situation est meilleure que celle des Palestiniens sous le régime de l'occupation en Cisjordanie ou à Gaza, mais est-ce que cette citoyenneté efface le fait qu'ils soient colonisés? Est-ce que la citoyenneté des Juifs qu'ils ont reçue par la France exclut qu'ils étaient décolonisés aussi parce qu'ils faisaient partie de cette société algérienne? C'est ça la question qu'elle pose. OK. C'était décolonisé et c'est toujours décolonisé par le sionisme maintenant, aujourd'hui. C'est ce que dit l'Algérienne de confession juive, Aïcha Azoulaï. OK? Écoutez bien. Et la troisième chose que je lui ai reproché, c'est d'approcher ces crimes comme s'ils appartenaient au passé et que la question majeure qui reste à régler serait celle de la mémoire. Je me suis adressé à lui en tant que juive algérienne qui refuse d'accepter l'irréversibilité de la destruction coloniale du monde de nos ancêtres ainsi que notre arrachement
définitive de ce monde. Elle a le droit de ne pas accepter. Elle dit qu'ils nous ont arrachés en tant que juifs algériens qui refusent d'accepter l'irréversibilité et la destruction coloniale du monde de nos ancêtres. Je n'accepte pas comme quoi c'est un fait et c'est fini. Il n'y a pas de colonialisme. Les Juifs sont partis d'Algérie, sont devenus français, israéliens, et c'est fini, ça s'arrête là. Elle n'accepte pas ça. Et beaucoup de Juifs n'acceptent pas ça. OK? Vous révélez que le choix porté sur Stora afin de rédiger le rapport mémoriel n'est pas fortuit. Ce choix serait lié en partie à son origine juive et à la position des Juifs dans le projet colonial. Je n'ai pas dit qu'un Juif ne pouvait pas écrire un tel rapport. Bien au contraire, des Juifs algériens qui refusent d'oublier les crimes des Français contre les Algériens, entre autres les avoir forcés à devenir des Français en dépit de leur algérianité, pouvaient écrire ce rapport. J'aurais bien aimé lire un tel rapport signé par quelqu'un comme André Nouchi, un des rares historiens qui ont écrit sur la violence génocidaire contre les Algériens pendant les premières décennies de la colonisation, qui n'oubliait pas la décimation des Juifs dans ses contes. Mais Stora n'est pas Nouchi. Stora a accepté son existence juive telle que les Français l'ont façonnée depuis Napoléon. Donc, M. Polhamar, vous avez accepté. Elle vous dit, même vous, hein, c'est-à-dire que vous êtes concerné. Alors, Stora a accepté son existence juive telle que les Français l'ont façonnée depuis Napoléon, qui a codifié le judaïsme et a détruit pas mal des modes de vie de communautés juives diverses en France par ce projet, à travers le système du consistoire, qui a imposé la centralisation et l'étatisation de la vie juive au détriment de l'autonomie séculaire de ces communautés, jusqu'à la destruction de notre arabité, amazirité, islamité. C'est cette position qui accepte la normalisation de cette violence et l'effacement de sa mémoire qui l'a disqualifié pour écrire un tel rapport sur les crimes coloniaux commis contre les Algériens, aussi bien musulmans que juifs. Alors, messieurs les indigènes informateurs, c'est ça qui vous est arrivé. Quelle vie, quelle fin de vie. Vous acceptez le colonialisme. Vous l'acceptez. Et vous êtes colonisé par le sionisme euro-américain, comme le dit si bien Aïcha Azoulay. Le peuple juif, est piégé par le sionisme euro-américain et le judéo-christianisme. Donc vous n'êtes pas libre, vous êtes toujours colonisé. Aïcha Azoulay est libre, comme le vent. C'est ça la différence. C'est pour ça que vous êtes en train d'assassiner des peuples. Tout le peuple palestinien, vous l'écrasez. Vous êtes en train de commettre le plus pire crime de guerre qui existait dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est en direct sur les téléphones. Avant, on ne voyait pas. Maintenant, on le voit en direct. Dans votre dernier film, Le Monde comme un bijou au creux de la main, vous contestez comment le monde commun aux musulmans et aux juifs fut détruit par le régime impérial en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Cette tragédie a pesé et continue de peser sur la conscience des populations mondiales, notamment depuis le 9 octobre 2023, dévoilant le visage hideux du sionisme. Les peuples du monde ont-ils assez de poids pour démolir ce système impérialo-sioniste qui les domine? Pensez-vous qu'un vivre ensemble est encore possible pour les juifs et les musulmans? Hélas, non seulement la destruction du monde juif musulman ne pèse pas sur la conscience des populations mondiales, ils l'ont oublié, boum. Mais cette destruction n'est presque pas mentionnée dans les livres d'histoire, et c'est justement ce qui permet la reproduction de l'histoire occidentale des Juifs, laquelle justifie le projet génocidaire. Et il ne fallait pas attendre le 9 octobre 2023, jour du déclenchement du génocide sioniste à Gaza, pour que le visage hideux du sionisme soit dévoilé. Ce qui a été dévoilé, c'est à quel point l'Occident est prêt à investir pour perpétuer l'existence de ce régime sioniste génocidaire et utiliser le même narratif, à savoir qu'en faisant cela, il protège les Juifs. Et pour répondre à votre question, oui, je pense que cette amputation se fait au détriment des musulmans aussi, car l'islam qui n'a pas connu de période sans avoir des communautés juives autonomes qu'on faisait partie de la Oumma, jusqu'à la colonisation européenne, a été forcé de se détacher d'un composant important de son histoire, de sa culture, de son héritage et de son identité. Oui, mes chers amis.
C'est le colonialisme occidental qui a détruit la société juive. Vous voyez? L'islam n'a pas connu de période sans avoir des communautés juives autonomes, comme faisant partie de la Oumma, jusqu'à la colonisation européenne, messieurs. Donc, vous avez considéré comme étant juive palestinienne et rejeté catégoriquement comme étant, vous vous considérez comme étant une juive palestinienne et rejetez catégoriquement l'identité israélienne. Une identité fabriquée, dites-vous, qui occulte la vie des juifs. Vous l'avez même comparée à celle qui a été attribuée à vos ancêtres algériens en 1870. Pouvez-vous nous en dire plus? Mes ancêtres du côté maternel ont été expulsés d'Espagne et ont trouvé refuge dans l'Empire ottoman, en Bulgarie, en Turquie et par la suite en Palestine. Bien avant l'apparition du mouvement sioniste, il était des juifs palestiniens et ils n'étaient pas les seuls. L'État sioniste a été créé contre les Palestiniens d'abord, mais aussi contre toutes les formes d'existence juive. L'État. OK? Donc, il dit, l'État sioniste a été créé contre les Palestiniens d'abord, mais aussi contre toutes les formes d'existence juive, y compris en Palestine. Pour que l'État puisse survivre, il fallait produire des bébés dans ce que j'appelle les usines humaines. Des bébés qui sont formés avec une histoire et une mémoire qui ne sont pas les leurs, comme M. Aziari, comme vous. Vous êtes un bébé qui est fabriqué par le sionisme, vous êtes fabriqué dans les usines humaines. Vous racontez une histoire qui n'est pas la vôtre, carrément. Incroyable, c'est magnifique, ça, on tombe juste avec vous. Alors, des bébés qui se croient israéliens ou israéliennes, oui. Alors, le même type d'usine à humaine existait en Algérie pour une partie des musulmans et pour les juifs. Non seulement je refuse de me reconnaître dans cette identité qui m'a été imposée à la naissance, mais j'ai mis longtemps à trouver ces moments que les historiens ont fait évaporer de leurs récits, comme si mes ancêtres n'avaient jamais refusé de devenir des sujets patriotiques de la France. OK? Pourquoi est-ce si important pour vous d'être reconnu comme étant une juive algérienne, une identité qui, affirmez-vous, vous a été volée? Puisque je tiens à la vérité et refuse d'accepter la violence coloniale comme une vérité, à une histoire, à une mémoire. J'y tiens aussi puisque je voudrais ouvrir à mes petits-enfants la porte au monde de nos ancêtres qui ont précédé le sionisme, pour qu'il ait et puisse grandir là où il se trouve. Aujourd'hui, dispersés dans le monde comme des juifs qui ont un héritage beaucoup plus riche que le sionisme et l'Occident, détermine comme étant notre. Elle dit que le juif, le juif est plus grand que le sionisme et que de l'Occident. J'ai envie de libérer mes petits-enfants qui vivent là où ils peuvent vivre. OK? Alors, c'est une des raisons pour laquelle j'ai aussi écrit une histoire pour enfants qui va paraître dans quelques mois en français et en arabe aux éditions Coult. Le livre vient de paraître en anglais sous le titre Golden Third, mais j'y tiens aussi parce que je crois que la défaite du projet sioniste se trouve dans le ravivement de la diversité des Juifs qui ne peuvent pas être subsumés dans ce fantasme euro-sioniste d'un peuple juif unique. Je ne cherche donc pas la reconnaissance que je suis une juive algérienne. Je suis. Ceux et celles qui me reconnaissent en tant que tels se reconnaissent en même temps comme des personnes capables de réparer une partie de leur désordre colonial. Je ne me revendique pas de la... Je suis algérien. OK? Donc, une blessure, un trauma, mais une victoire. Je pense à mon père qui avait honte de prononcer le nom de sa mère dans les oreilles de sa fille, qui a dû le lui cacher car deux projets coloniaux, la colonisation française de l'Algérie et la colonisation sioniste de la Palestine, l'ont mutilé mentalement, lui ont fait sentir qu'il devait cacher notre arabité, notre amazirité, notre islamité. Ce nom est aussi mon amulette, ce qui me donne la force de voir le monde à travers les yeux de mes ancêtres et de résister. Avec eux et elles et avec les bijoux contre la violence impériale qui voulait faire oublier aux Juifs qu'ils et elles étaient de nous assimiler pour faire de nous des mercenaires dans leur croisade. Donc, Madame Aïcha Azoulay dit que l'Occident veut faire de nous des mercenaires de leur croisade. Et c'est ce qui se passe actuellement. Le peuple juif est une victime du sionisme et de l'impérialisme international, mes chers amis.
Ici, on veut régler le problème palestinien, comme dit Mme Aïcha Azoulay, c'est-à-dire c'est libérer la Palestine, c'est libérer les Juifs. C'est reconnaître la vie commune qu'on a menée ensemble pendant des siècles, de reconnaître le Juif comme étant de notre société. Parce que les Occidentaux les rejettent, leur donnent une terre et les cloîtrent dans cette terre et disent voilà votre terre, allez là-bas, allez-y là-bas. Allez-y, colonisez et mourrez pour nous. Une base avancée. OK? Alors, M. Paul Amar et M. Aziari, qu'avez-vous à dire? Est-ce que vous pouvez l'affronter, cette femme? Jamais. Alors, surtout M. Aziari, peut-être Paul Amar est un juif, il a peut-être un peu mal compris son histoire, qu'il a accepté de rester toute sa vie un indigène informateur, comme a dit le professeur Ahmed Ben Saada. Donc, ça, c'est une vraie révolutionnaire. Elle ne parle pas que de la Palestine. Elle parle des Juifs aussi, qui sont colonisés, qui sont devenus des indigènes, des mercenaires, des croisades. OK? Donc, qu'avez-vous à dire? Pourquoi tant de mensonges contre l'Algérie? Pourquoi? Pour un Sansal, un autre indigène informateur? C'est ça. Incroyable. L'Algérie est une grande nation. Et aujourd'hui, vous avez affaire aux enfants et aux petits-enfants des Moudjahidines, des Chouhada, qui, croyez-moi, veulent tous en découdre avec vous. Il n'y a pas que le gouvernement algérien. Quand vous dites le régime algérien, non, maintenant c'est une affaire de peuple algérien. Quand il s'agit de la France, c'est l'histoire du peuple. Ce n'est pas l'histoire d'un gouvernement. Avec toutes ces insultes qu'on entend sur vos médias, sur les journaux, sur les télés, sur les radios, toute cette propagande, tout ce mensonge, vous êtes en train de c'est vraiment sale de votre part. Et en plus, ce n'est pas les vrais Français qui en parlent. C'est un Juif et un Comorien. C'est ça le problème. Les Zemmour, Alors, avec Aïcha Azoulay, elle vous a démontré que vous êtes dans le faux, que vous êtes des indigènes informateurs. Et vous resterez toute votre vie des indigènes. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, c'est les Juifs qui commandent la France. » Non, c'est faux. C'est le sionisme euro-américain qui guide les Juifs. Ils ont fait de quelque chose de grand pour leur dire oui, voilà votre terre. Mais en réalité, ils sont utilisés comme des mercenaires, comme a dit Ariel Aïcha. C'est ça le problème que vous n'avez pas compris, tous les deux et les Français en général. Je vais clore avec un reportage que Aïcha Azoulay a fait. C'est très, très intéressant. Je ne peux pas vous le partager en lien parce que c'est un enregistrement avec un code, mais je vais l'enregistrer et vous le mettre après cette vidéo pour que vous puissiez le voir tranquillement. C'est très, très instructif. C'est-à-dire, elle a une approche du problème du colonialisme par des angles incroyables. C'est-à-dire que personne n'a fait ce travail-là, personne. Regardez bien, on va faire un petit tour. C'est en anglais, mais c'est traduit. En français, il y a une traduction. Excusez-moi, donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant. Alors, ok. Other lands, slowly moving forward. It's this fantasy that we have a conception of the whole. It's this fantasy that we know the earth. And if we know the earth, those imperial actors, they are taking scissors and they are starting to cut.
They cut languages, they cut property, they separate people from their objects, they separate people from their spirits, they are separating people from their family. They are pitting one against the others in creating the body politic. So this fantasy of the earth as something that you understand its wholeness is at the basis of the imperial project. Nous vivons dans un monde où des actes qui n'auraient jamais dû avoir lieu sont encore possibles, acceptables, tolérables, justifiables même. Nous vivons dans un monde où ce que l'on peut réaliser est permis à faire. La destruction, le viol, le pillage. Oui, pourquoi pas? Ce ne sont que des indigènes. La cartographie coloniale, avec ses chemins d'eau et de fer, a ignoré les indigènes afin de prendre possession de la terre entière. Les cartographes d'avant, bien qu'ils aient été tentés, n'ont pas osé violer la terre. Ils ont respecté l'interdit. Ils ont respecté l'interdit. There was a temptation to encompass the entire world, as I held earlier, the world in my hand, like a jewel, like you have it here, already in 1510. As I held earlier, the world in my hand, like a jewel. Cartographers and different, people, different erudites, throughout centuries, they had this capacity to violate the earth. But it was forbidden, and they respected this prohibition. And what we have with imperialism is that knowledge is the permission to violate everything. These guys are looking at this map of Africa, and they're actually dividing the trophy between themselves. And when we think about the partition of Palestine or the partition of India and Pakistan, we don't immediately connect it to this partitioning of Africa. But when they partitioned Africa, Algeria was already colonized, right? This is in the late 19th century, and Algeria was colonized in 1830. And this doesn't come to mind immediately because, we are so accustomed to speak about North Africa, South Africa, West Africa, French Africa, etc. We can, look at the conquest of Algeria, the colonization of Algeria that also started in 1830, but actually lasted till 1962. So when the colonizers negotiated their departure from Algeria, they even wanted to partition Algeria and keep a part of it for themselves. The Algerians said a clear no. Algeria will not be partitioned. But not only that, they plundered everything, right? So they started to industrialize Algeria and everything that was produced there. So we will go maybe later through the different, modes of exploitation. But here you would see, already different industry. This is the tobacco industry, and this is the fabrication of matches. Why do I have this box here? When the French left Algeria after conquest that started in 1830, they burned the library of the University of Alger. Here you see the stamps of commemoration, another stamp of commemoration of the burning. You see here the flames. So I wanted to make it present through the matches. I wanted to bring now the people, not the people who were expropriated of their property, but the people who can hold such a box and can really flame the match, and burn the books. But we don't have to be astonished because it didn't start in 1962 when the Library of Alger was burned. If you look at this image, for example, when they expelled the Jews and Muslims from Spain,
they burn their books. So I don't want to pretend that it's horrible to burn books as if we are tolerating all the other massacres of people. But I think that we have to understand this gesture of burning books. We have to understand it not because books are sacred. Books are not sacred. But because burning books is another way to leave scorched earth behind. Because in the collection of books, in having this space where people can read, like in having this space where people can get together in their living room or can get together around, the places where they are preparing food, in those places there are rights. And these rights, I call them rights in objects. In these places, I call them environment of rights where people can recognize themselves. And they recognize themselves in those objects because they are being recognized by those objects. And when they burn, people cannot recognize themselves. Donc, ça c'est le reportage qui est très très intéressant à la recherche, ce documentaire, et je vais vous le présenter après cette vidéo. Je vais vous le mettre seul sur ma page Facebook, ma page YouTube, que vous pourrez voir tranquillement. Donc, on remercie beaucoup Madame Aïcha Zoulaï. Merci beaucoup pour votre combat, merci beaucoup pour votre honnêteté, merci beaucoup pour votre courage. On considère que vous êtes une juive algérienne libre, comme le peuple algérien. C'est-à-dire vous avez reçu cette liberté. Le vent de la liberté des Algériens vous a touché. C'est très bien. Ce qui fait de vous une vraie Algérienne, de cœur. Et vous êtes honnête, pas comme les gens, les indigènes informateurs, qui sont partis chez leurs colons et qui dénigrent l'Algérie tout le temps, qui nous insultent, nous, notre religion, notre passé, notre histoire. Donc merci beaucoup, je vous remercie beaucoup. J'espère vous voir en Algérie. J'espère vous voir de tout cœur en Algérie pour organiser des conférences, rencontrer les gens, rencontrer les journalistes, donner votre point de vue et parler à partir de l'Algérie qui vous sera une terre d'accueil. Ce sera tout un honneur pour nous de vous savoir entre nous et que vous menez encore toujours le combat contre le colonialisme avec tous les Algériens qui sont en train de maintenant de mener ce combat contre le sionisme international. Merci beaucoup, merci. Et j'espère vous voir en Algérie, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. هذه جزائرية ما زادتش ما في الجزائر. عرفت بك باللي هي جزائرية. واش راني ندير انا هنا؟ علاش كنا في الجزائر ولحقنا لهنا؟ بدات دير فلونكات ديالها. شوف وين لحقت. كومبريونسيون الناس الأوفياء ستادير حرة. فهمتوا كيفاش؟ وهذه تري امبورطون لينا الجزائريين. الناس كيما هادو سون تري امبورطون باسكو سي لا ميموار تاع الجيري. هي تجيب لك لا ميموار تاع الجيري كواكو هي ما حضرتش الكيران ما حضرتش ما في الجزائر زاد في فلسطين والديها راهو. دونك خوتي هكذا تهلاو في روحكم واسمع عيشه ديجا شفتوا. ان شاء الله يعطوها فيزا، ان شاء الله يعطوها فيزا تدخل الجزائر تشوف بلادها وتشارك في هذا الكومبا هذا. كون الجيري يقول لك بلي حنا هما قبل الثوار، هاي هذه كما يقول لك ريفوليسيونير صحيحه. تهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.